19 271 euros, c'est le total cumulé des titres que détient mon PEA. Et 9,26%, c'est la performance que j'ai réalisée depuis que j'ai commencé à investir sur mon PEA, soit il y a environ 2 ans et demi à l'été 2023. Cela représente donc un montant de plus-value d'environ 1632 euros. Et j'ai donc placé un total de 17 629 euros. Donc on va vraiment analyser dans cette vidéo le contenu de mon PEA, quelles sont les actions, les ETF qui sont détenus dans ce PEA, pour quelle valeur, pour quel montant, et quelle est la répartition aussi bien géographique et sectorielle de mon portefeuille actuel. Et ensuite, je vais te présenter un peu plus en détail mon positionnement actuel et mes réflexions récentes vis-à-vis de cette composition-là, car elle est un peu trop exposée à certains pays, par exemple, ou certains secteurs, et j'ai un peu envie de remédier à ça, car je me projette sur une vision plutôt long terme. Mon idée au départ, c'était d'investir en DCA, mais j'ai pas forcément respecté ça à la lettre, car quand j'ai commencé à investir, j'étais encore étudiant. Et étant étudiant, j'avais pas de revenus fixes stables, et donc c'était compliqué d'investir de manière régulière le même montant chaque mois sur la bourse, sur mon PEA. Donc certains mois où j'avais besoin de plus de cash, j'ai pas pu investir, et a contrario, sur certains mois, j'ai un peu plus investi car j'ai eu des entrées plus conséquentes. Et en plus de ça, j'ai aussi cassé mon PEL que j'avais, où j'avais 20 000 euros dessus, pour utiliser une grosse partie, il me semble, environ la moitié de ces 20 000 euros, donc à peu près 10 000 euros, et les placer directement en bourse. Et là, c'était un achat direct et c'était pas forcément réparti et étalé pour faire du DCA. Alors, quelle est la répartition de mon portefeuille ? La plus grosse ligne de mon PEA, c'est du S&P 500. Cet ETF représente la grosse majorité de mes investissements. C'est celui sur lequel j'ai investi par défaut, en fait, sur lequel j'ai mis en place mon DCA, sans trop me prendre la tête. Et c'est lui qui a apporté d'ailleurs la plus grosse performance à mon portefeuille, parce que au moment où j'ai investi, les marchés justement américains, le marché américain a commencé à croître énormément. Et déjà, même avant ça, il était déjà en pleine croissance, et ça s'est encore plus accéléré sur ces 2 dernières années. Donc là, j'ai vraiment pu bénéficier de ça. Ma ligne S&P 500, elle représente 69% de mon portefeuille pour un montant de 13 302 euros. Donc c'est quand même assez conséquent. J'ai une grosse dépendance au S&P 500. Et au marché américain, et encore plus au secteur de la tech, puisque ma deuxième plus grosse ligne, c'est un ETF Amundi Nasdaq 100 à hauteur de 11,47% pour 2210 euros. Donc là, c'est la tech américaine, pareil, énorme performance sur ces dernières années, c'est pour ça que j'investis dessus. Ça va peut-être se modérer un petit peu plus à l'avenir, mais on y reviendra. Ma troisième plus grosse ligne, là, c'est une action que je détiens en direct, que j'ai acheté, une action française, d'une entreprise française, qui est quand même assez conséquente, puisque c'est une action Hermès, qui vaut aujourd'hui 2190 euros et donc qui représente 11,36% de mon portefeuille. Bon, elle est un petit peu en déclin par rapport à quand je l'ai achetée où elle était à 2400 euros, mais je crois que sa performance va réaugmenter, simplement parce que, à mon sens, vis-à-vis des résultats de l'entreprise, de la croissance des bénéfices, la valeur est un petit peu sous-évaluée à mon sens, donc je pense que ça va rebondir et que c'est juste une période que le marché va se réguler. Pourquoi j'ai acheté du Hermès ? Pour être skin in the game, pour croire en ce que je produis et en ce que j'apporte à l'entreprise. Mais là, c'est purement une croyance personnelle. Est-ce que c'est malin ? Je ne sais pas, mais sur un long terme, moi j'y crois, et donc c'est aussi une manière de me sécuriser là-dessus. Mes 2 prochaines lignes, pareil, sont des actions que j'ai achetées en direct, des actions françaises d'entreprises, cette fois-ci sur des valeurs sectorielles un petit peu plus matières premières, des valeurs peut-être un peu plus refuge aussi, mais qui ont un gros impact international. C'est d'ailleurs à l'international qu'ils font le plus gros de leurs chiffres en termes de commerce. Je parle tout simplement de Air Liquide dans un premier temps. Pour 2,48% de mon portefeuille, j'ai 477 euros d'investis. Là pareil, c'est un investissement long terme. Et Schneider Electric, qui est la ligne d'après, à 2,44% et 470 euros d'investis. Mon idée derrière ça, pourquoi avoir investi directement sur ces actions et pas un ETF matière première par exemple, c'est tout simplement parce que je crois
tout particulièrement ces entreprises, et en leur capacité sur un long terme à avoir une forte croissance. Et donc, probablement que la rentabilité sera plus élevée si ces entreprises en direct performent davantage qu'un ETF qui serait beaucoup plus étalé. Ma ligne suivante, c'est un ETF un petit peu particulier. Là, j'ai investi sur le climat. Donc, c'est un ETF Amundi MSCI EMU Climate Paris Aligned. Je sais pas trop comment le prononcer, mais grosso modo, c'est un ETF qui contient diverses entreprises européennes qui mettent des choses concrètes en place pour le climat. Donc là, c'est aussi une idée de participer là-dedans et dans cette dynamique-là, en laquelle je crois aussi sur le long terme, parce que de toute façon, si on va pas dans le bon sens à ce niveau-là, on fonce un petit peu droit dans le mur. Bon, là, j'ai pas mis beaucoup, ça représente 1,38% de mon portefeuille pour 265 €. Mais l'idée aussi, c'était que ça me saoulait un petit peu de tout le temps mettre dans le S&P. J'avais un petit peu cette idée d'aller piocher ailleurs pour diversifier davantage. Bon, j'avais pas forcément fait de recherche plus approfondie, j'ai pas forcément plus poussé ma réflexion sur ma stratégie d'investissement, comment la rechanger à ce moment-là. Mais c'est un appel en tout cas à changer et à diversifier davantage. Ma ligne d'après, alors là, faut pas me demander pourquoi, je sais pas ce qu'elle fout là. C'est un autre ETF US Tech qui est un peu différent. C'est pas le Nasdaq, c'est un autre ETF, mais qui mise aussi sur la tech américaine. Et donc on est totalement en overlap par rapport au Nasdaq et au S&P 500 aussi d'ailleurs. Mais ça représente pas une grosse partie de mon portefeuille. C'est seulement 1% pour 202 €. Je vais pas forcément y toucher, ça me coûterait plus de la revendre qu'autre chose. Et surtout que là, elle performe aussi énormément parce que la tech américaine a énormément performé dernièrement. Et ensuite, ma dernière ligne, c'est une ligne d'un ETF Emerging Market à hauteur de 0,79%. Donc là, c'est vraiment minime pour 152 €. Et là, ce emerging market-là, il mise sur des pays comme l'Asie ou certains même pays d'Afrique. Donc si on regarde ma répartition géographique cette fois-ci, ça fait un peu peur, mais on va y aller ligne par ligne et on fera un bilan après. Première ligne, les États-Unis forcément, par rapport à ce que je t'ai évoqué juste avant, ça devrait pas être une surprise, mais à hauteur de 81%. Et c'est ce chiffre-là qui fait assez peur, 81% d'investis sur les États-Unis pour 15 634 €. C'est assez conséquent. Ensuite, deuxième ligne, la France. L'Europe, dont la France. Si on prend l'Europe, c'est 17,7%. Sauf que parmi l'Europe, j'ai la France à 16,68% pour 3 215 €. Et ça, c'est notamment à cause des actions comme Hermès, Air Liquide ou Schneider qui représentent donc cette répartition-là. Et si on sort un petit peu de ce cadre-là, on sort des États-Unis, on sort de l'Europe, qu'est-ce qui nous reste ? L'Asie, l'Afrique, j'en ai parlé. Je suis pas très bien diversifié à ce niveau-là, puisque en Asie, j'ai que 0,69% d'investis, et en Afrique, 0,03%. Bon, et maintenant, si on s'intéresse un peu plus au secteur, qu'est-ce que ça donne ? Premier secteur, la tech, 31%. Deuxième secteur, les biens de consommation non essentiels, comme le retail par exemple, 20,5%. Ensuite, on a tout ce qui est télécommunication à 9,64%, tout ce qui est financier 9,63%, l'industrie 8,42%, la santé 7,35%, les matières premières 3,85% et l'énergie 2%. C'est un peu déséquilibré aussi, encore une fois. Et ce qui nous donne des calculs, une estimation de répartition sensible, cyclique et défensive d'après Finari. Donc sensible, je suis à 51,42%, en cyclique, je suis à 35,4% et en défensif à 13,17%. Donc je pense que sensible, ça représente là où est le risque. Cyclique, c'est des secteurs qui se renouvellent de manière assez continue, qui sont des besoins primaires. Et défensif, c'est les besoins encore plus primaires qui, eux, sont vraiment des valeurs refuges, qui, reflètent une performance qui est peut-être un peu plus faible, mais qui est continue. Mon Finari m'analyse des frais de gestion global à hauteur de 0,17%, donc ce qui est quand même top, car c'est très faible. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas dans cette répartition actuelle ? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon portefeuille ? Bon, je t'ai un peu vendu la mèche, mais je suis beaucoup trop exposé aux États-Unis. Si le pays s'effondre, on s'accorde là-dessus, il y a quand même très peu de chance, mais il y a quand même des signes d'alerte en ce moment, surtout avec l'actualité, qui laissent à penser que sur les prochaines années, ça peut être un peu plus compliqué.
Donc si le pays s'effondre, mon portefeuille, ma performance s'effondre. Et j'ai rien pour contrebalancer, puisque 80%, les 20% qui restent, ça va pas me permettre de remonter la pente derrière sur cette même période. Alors oui, je suis sur un investissement long terme, donc à très long terme, je pense quand même et je crois que les États-Unis vont continuer de survoler le reste du monde, mais c'est pas une raison pour mettre toutes mes billes dans ce même pays. Je pense aussi, géographiquement, ne pas être assez exposé aux marchés émergents, notamment la Chine, le Japon et peut-être certains pays d'Afrique aussi, qui sont quand même des pays qui croient davantage, où la technologie aussi avance à une vitesse assez fulgurante, et je pense que je passe à côté d'une certaine opportunité aussi à ce niveau-là. Bon, j'ai des ETF qui s'overlappent, que le S&P 500, le Nasdaq et le US Tech, qui font un peu la même chose, qui investissent sur les mêmes entreprises. Alors si j'arrête de les alimenter tous les trois, c'est pas trop grave, mais il faut bien avoir conscience de ça en tout cas. Au niveau secteur, on l'a vu, je suis quand même assez mal diversifié. Je pense qu'il y a certains secteurs comme l'industrie, les matières premières, l'énergie, qui pourraient être un peu plus hauts. Tout ce qui est aussi commerce de biens essentiels, à l'inverse du retail, ça aussi je pense que ça pourrait être un peu plus haut. Et surtout que par rapport à la tech, là, la tech est en pleine croissance ces dernières années, notamment grâce à tous les sujets qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est dans une bulle? Bon, on va pas se poser cette question-là, mais admettons que nous soyons dans une bulle de l'IA. Alors si cette bulle explose, mon portefeuille va exploser avec. Et même si je suis convaincu que s'il y a une bulle et qu'elle explose, les performances vont peut-être chuter parce que le marché va se réguler vis-à-vis de certaines entreprises comme Nvidia par exemple, pour ne pas la citer. Sur un certain temps donné, oui, ça va faire mal, mais à l'avenir, je pense que ça va quand même réaugmenter. Et donc si je suis sur une stratégie à 30 ans, si ça explose là, que ça dure 10 ans, a priori sur 30 ans ça va remonter. Mais dans cette même période-là, les valeurs refuges qui, lorsque ce type de bulle explose, reprennent en valeur, ça va pas du tout me bénéficier. Et donc mon portefeuille va trop dépendre de ça et va trop chuter, ça va pas se compenser en fait. Et c'est la même chose du coup pour le développement des pays émergents qui ne me bénéficient pas du tout. En plus de ça, mon portefeuille actuel ne dépend que des large caps, donc c'est des grosses entreprises comme Apple, Google, Microsoft, Nvidia, etc. C'est eux qui définissent la performance de mon portefeuille, puisque c'est elle qui représente la majeure partie de la performance du S&P 500 et du Nasdaq par exemple. Si on les retire, la performance du Nasdaq et du S&P, c'est beaucoup moindre. Et donc je dépends trop de ces grosses entreprises-là, et en cas de crise, donc il y a des cycles, c'est cyclique, Parfois, on est sur des temps courts de 5 ans, par exemple, des cycles de 5 ans où les large caps sont beaucoup plus valorisées, beaucoup plus performantes. Et quand on arrive à la fin d'un cycle, c'est plutôt les small caps qui prennent le relais et qui améliorent leur performance et qui permettent à un portefeuille plus diversifié, éventuellement, de continuer de performer, peu importe le cycle. Et là, moi, je suis pas du tout dans cette situation-là, puisque je suis principalement investi sur des large caps. Donc, dans le cycle actuel, c'est très bénéficiant, c'est ce qui me permet aussi d'avoir une performance satisfaisante, mais sur un plus long terme, c'est un peu plus incertain. Mais donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que je recherche à diversifier davantage mon PEA? Pourquoi est-ce que je suis pas simplement ce que je suis en train d'évoquer, de se dire, ok, sur un long terme, même si là on est dans une bulle qu'elle explose, ça va remonter sur le long terme. Donc pourquoi est-ce que je me base pas uniquement sur cette croyance-là? Eh bien, c'est tout simplement que je me suis fait la réflexion justement sur quelle était l'ambition de mon PEA. Et moi, je le vois comme un projet très long terme. Mais un projet très long terme qui n'a pas forcément de date d'échéance définie. Donc ça peut être aussi bien sur 20, 25, 30, 35, 40, 45 ans. Je ne sais pas quand je vais avoir besoin de cet argent-là. Mais ça se trouve, dans 20 ans, j'aurai besoin de retirer. Ça se trouve, dans 35 ans, j'aurai besoin de retirer. Et donc, si c'est dans 25, dans 35, dans 37, dans 36, dans 48, peu importe, années, je ne peux pas garantir la stabilité du contexte géopolitique à ce moment-là. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas lire l'avenir. Donc, a priori, si je mets tous mes œufs sur la tech, sur les US, comme c'est le cas actuellement, que je continue là-dessus, et que je touche plus à rien,
Et ben si dans 25 ans, le marché américain et de la tech est encore en pleine croissance, bah tant mieux si je retire, si j'ai besoin de retirer à ce moment-là, tant mieux parce que je serai vraiment au plus rentable possible. Mais à l'inverse, si on se retrouve dans un cycle de crise qui est plutôt en décroissance vis-à-vis de ces valeurs-là, et ben ça peut être plus compliqué de retirer si jamais j'ai un besoin vraiment nécessaire de retirer. Là, je vais être beaucoup plus perdant. Et donc, puisque je ne sais pas quand j'aurai besoin de cet argent-là et que je ne sais pas comment les contextes géopolitiques vont évoluer, je me dis que pour cette enveloppe PEA, c'est peut-être plus intelligent pour moi de diversifier davantage, aussi bien géographiquement que par secteur. Alors, si je fais ça, je n'aurai pas la performance la plus sexy, mais au moins, ça me garantit de pouvoir en bénéficier aussi bien dans 25, 30, 35, 40 ans, peu importe le contexte. Alors, c'est ma vision à date de comment utiliser mon PEA, car pour rappel, une fois que j'aurai investi 150 000 euros, je ne pourrai plus investir davantage sur le PEA, et c'est mes encours qui vont travailler. Donc là, mon idée, c'est de construire un socle le plus solide possible pour ne pas avoir à revendre ou racheter de nouvelles actions une fois ces 150 000 euros investis, mais plutôt garder mes positions car j'aurais défini une stratégie et une répartition en laquelle je crois sur un long terme qui est plus diversifiée, plus stable, plus sécuritaire, peut-être pas avec une performance hyper sexy, mais tout de même, quand même, on va quand même prendre un petit peu de risque. Je pense que les États-Unis resteront majoritaires dans ma répartition future, mais je serai quand même plus diversifié, ce qui me permettra, peu importe le contexte, de un petit peu contrebalancer. Donc autant construire un socle solide pour ces 150 000 euros, et après ça, je pourrais davantage m'amuser en dehors de mon PEA sur un compte titre par exemple, ou via d'autres types d'investissements possibles, sur lesquels je pourrais aussi prendre plus de risques pour avoir une performance annuelle un petit peu plus élevée. Ça, c'est ma vision à date que je me fais du PEA. Je pense que une répartition que j'ai en tête, en tout cas, bon, il faut que je la retravaille, c'est pas avoir plus de 50% exposé aux US. 50% c'est déjà beaucoup, mais en même temps ça me permet de garantir, de miser quand même sur un niveau de risque peut-être un peu plus élevé, mais plus de risque égale plus de performance éventuelle. Donc c'est aussi ça l'idée. 30% d'Europe et 20% d'emerging markets, c'est un petit peu la répartition que je me fais dans ma tête aujourd'hui. Peut-être qu'elle va évoluer au fil du temps. Et dans cette répartition-là, qu'est-ce que je mets derrière en valeur ? Pour les US, je pense que je vais majoritairement garder du S&P 500. Peut-être rajouter des small caps, je sais pas encore. Pour l'Europe, pareil, là j'ai des actions en main propre, mais peut-être que je vais rajouter du stock 600 et éventuellement d'autres actions, je ne sais pas, histoire d'être un petit peu plus risqué aussi, mais faut pas que ça représente une grosse majorité de mon portefeuille comme c'est le cas aujourd'hui. Et pour les 20% d'emerging markets, je pense que je vais continuer je vais réinvestir, recommencer plutôt à investir sur l'ETF que je détiens d'abord. Faut peut-être que je le réanalyse, voir si c'est le plus pertinent ou pas, ou peut-être que je vais essayer d'en trouver d'autres, mais qui investissent sur les marchés émergents. L'idée, c'est quand même, encore une fois, que ça reste suffisamment risqué pour viser une belle performance à long terme, mais tout en diversifiant davantage par rapport à ma situation actuelle, et tout ceci en suivant mes croyances personnelles. Donc, c'est ma vision à date, et elle va très certainement évoluer avec le temps. Donc voilà pour la composition de mon PEA, et pour ma vision, ma stratégie actuelle. On pourra prendre le temps, peut-être dans une autre vidéo, de rentrer un petit peu plus dans le détail des lignes, de mes choix, et de comment je souhaite construire cette nouvelle vision, cette nouvelle stratégie, avec quelles lignes précisément et pourquoi. N'hésite pas à me faire savoir en commentaire si ça t'intéresse une telle vidéo. Si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.